Moi, peut-être pour lancer un petit peu les hostilités sur ce match. Bon, on avait un 4-2-3-1 qui était réaligné à l'identique par rapport à ce qui avait été fait la semaine dernière. Ça me plaît. Déjà, ça veut dire que quand même Rudy Garcia a vu globalement ce qu'on avait vu aussi la semaine dernière, les belles choses, notamment dans le jeu, notamment dans les placements entre les lignes. Je pense en particulier à Paqueta qui ce soir a fait très très mal, surtout en première mi-temps par son placement entre les lignes nantaises. En revanche, on a encore vu aussi les petits défauts qu'on avait déjà pointés, à savoir la rigueur défensive, l'animation défensive qui a été très très compliquée. Et ça, j'ai trouvé sur l'ensemble du match, hein, pas que sur la seconde mi-temps. Même en première mi-temps, il y a eu des gros soucis. Suivez mon regard vers la gauche, Maxwell Cornet, je comprends pas comment il joue une heure de ce match. Mais il a pris toutes ses responsabilités. Donc voilà, il y avait des soucis et la deuxième mi-temps est aussi un souci en elle-même et une habitude pour l'Olympique Lyonnais de lever le pied. Et toi TMF, du coup, t'as pensé quoi globalement un petit peu sur la prestation lyonnaise, nantaise, un petit peu comme tu le sens? Pour continuer dans ce que vous évoquiez, c'est vrai que Nantes penchait énormément sur son côté droit au départ. Tu sentais que ça attaquait le petit cornet. Koulibaly notamment, j'ai trouvé que par rapport à son positionnement de départ, on le retrouvait énormément là. Et ça passait. Et là où ça m'a inquiété un petit peu pour Lyon, c'est que Nantes, tu le sais, c'est une équipe qui n'a pas énormément de qualité technique. Et quand il s'agit de faire la différence dans les derniers mètres, ça va soit faire le mauvais choix, soit ça va tenter de faire un centre, alors que c'est obvious à 50 000 km que ça passera pas. Mais mine de rien, je trouve que Nantes s'est quand même trouvé assez souvent aux abords de la surface, a quand même touché un nombre de ballons assez impressionnant, même en première mi-temps, dans des zones qui peuvent être jugées dangereuses. Et si tu regardes les pertes de balles de Nantes, il y en a eu pas mal qui se sont faits aux abords de la surface. Donc ça passait pas mal côté lyonnais. Et quand on parle d'organisation défensive, quand on parle de capacité à verrouiller ta moitié de terrain, j'ai trouvé que là où l'OL avait une maîtrise du ballon qui jouait surtout dans son camp avec un Cacré, avec un Guimarães qui ont beaucoup redoublé les passes au milieu de terrain, t'as un FC Nantes qui a réussi à avancer super rapidement et honnêtement, t'as eu devant un peu plus de qualité. Je me demande ce que ça aurait donné du côté de l'OL, quoi. Et les Nantais se sont réveillés, on va dire, après le premier but, parce que les 5 premières minutes, bon, on va peut-être pas trop pouvoir en parler avec précision, parce que c'était un petit peu la foire sur le premier but, on va dire. Nantes est même pas forcément très bien placé. Il y a pas mal d'espace entre les lignes, horizontalement surtout, avec l'appel de Slimani qui permet d'ouvrir justement un peu de place pour que Memphis puisse s'engouffrer. Et justement, après ce premier but marqué par l'OL, tout le monde s'est un peu, côté lyonnais, un peu reposé, endormi, a relâché un petit peu son attention, et Nantes c'est justement devenu un peu plus menaçant dès en fait la 6-7e minute, justement après le but. L'OL a une petite chance, on va dire, avec le penalty qui est légitime pour le coup, il y a pas de penalty sur Toko Ekambi. Mais sans ça, il n'y a pas de break, et l'OL continue à se faire peur jusqu'à la mi-temps, et puis après, deuxième mi-temps, on n'en parle même plus, parce que l'OL s'est fait complètement avoir sur toute la deuxième mi-temps. Il n'y a jamais de break avec Lyon. J'ai eu l'impression de revoir le match du Red Star. C'est-à-dire que c'était un match où en face, on avait une équipe qui, même si elle est venue avec des bonnes intentions, manque de qualité, et c'est pas un hasard si l'équipe se retrouve dans la zone de relégable, hein, c'est parce qu'elle manque de qualité, on l'a vu à la finition, c'était quand même très compliqué. Et on a du coup une supériorité technique et individuelle des joueurs de l'Olympique Lyonnais sur les joueurs du FC Nantes. Ça nous fait arriver à 2-0 à la mi-temps. Et à 2-0 à la mi-temps, on fait exactement la même que contre le Red Star, contre qui on avait aussi la supériorité technique et individuelle, hein, équipe de 3e division, je le rappelle. Et on se déconcentre, et on s'arrête de jouer, et on se prend le 3e but du match, qui est le but clé. Hein. En général, le 3e but du match est un but clé. Et là, c'est encore nous qui nous le prenons, et on finit encore le match en ayant un petit peu chaud aux fesses, alors que c'est un match qu'on doit dominer de la tête et des épaules, et finir par aller avec 3-4 buts pour remonter un petit peu ce goal average qui va peut-être être très important à la fin de la saison. Petite interruption dans ta vidéo, juste pour te dire que parce que l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, tu devrais liker et partager cette vidéo, et surtout t'abonner à Football. C'est très important. Allez, bonne vidéo.
tu parles de Paqueta, il y a Rafots qui nous donne une stat dans le chat qui nous dit que si on veut une stat pour appuyer l'impression de surménage de Paqueta, 4 passes clés, 100% de passes en profondeur réussies, et il est impliqué sur 9 buts lors des 10 derniers matchs de l'Olympique Lyonnais. C'est énorme. Dépendance. Et ça fait que quelques matchs qu'on joue en 4-2-3, hein, donc il marque il marque une passe décisive, sachant que sur le penalty c'est aussi lui qui fait la passe clé, encore une fois quasi une réplique, hein, du premier but d'ailleurs. Et pour la suite, la fin de la saison, ça peut être vraiment un joueur très très clé, hein, au niveau des stats et au niveau du goal average. Tout à fait. Moi j'ai eu peur que sur le contact à la fin du match, il se soit cassé une côte ou je sais pas quoi et qu'il soit indisponible. Comme il est tombé, c'était impressionnant. Pour la saison, ça m'a fait peur. Je me suis dit, oh là, si on perd Paqueta à cet endroit-là, ça va être compliqué pour la suite. Et peut-être TMF, tu auras un avis un petit peu plus objectif que nous sur Paqueta, parce que franchement, c'est quand même très dur d'étouffer l'enthousiasme autour de Lucas Paqueta quand on est supporter de l'Olympique Lyonnais. Donc si tu as un avis, toi, un peu extérieur à ce niveau-là, je suis preneur. Non, pour le coup, je pense pas étouffer l'enthousiasme, parce que honnêtement, quand Paqueta est arrivé à l'OL, moi j'étais un peu curieux avec toute leur galaxie de milieu offensif, une gestion d'effectifs qui pouvait interroger. On savait en plus qui interroge toujours. Ouais, qui interroge toujours d'ailleurs, qui interrogeait également lui, Paqueta, du côté du Milan. Donc j'attendais de voir ce que ça va donner. Mais en fait, ce soir, je me rends compte d'un truc, c'est que effectivement, Paqueta est sur les 2 buts et que tu as un OL qui se retrouve avec des faiblesses qui sont bien connues, avec des attaquants qui finalement, même dans un système différent, je trouve que quand tu vois comment joue un Toko, bon, j'ai pas envie de dire que les équipes en face ont commencé à trouver la solution, mais c'est quand même un petit peu l'idée. Et ce soir, tu enlèves Paqueta de l'OL, j'ai quand même l'impression que tu te retrouves avec un match assez neutre, avec un déficit de créativité, que même Cacré et Guimarães, pourtant Dieu sait que j'adore Cacré, sont des joueurs qui ont aidé à apporter ton assise technique et ta supériorité dans le domaine, mais tu n'aurais pas fait la différence à eux seuls. Et ouais, je trouve qu'il sort un match énorme, mais que Lyon a une vraie dépendance envers lui. Et que si on se pose la question sur qu'est-ce qui arrive s'il y a une blessure, ça en dit long sur l'état de ce Lyon. Et honnêtement, je trouve ça même assez inquiétant, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont censés pouvoir concurrencer Paqueta, mais aujourd'hui, je trouve que c'est sans commune mesure, quoi. Tu mets un Aouar à sa place, vu le Aouar qu'on a vu cette saison, je trouve que tu perds mais énormément. Donc non, clairement, pour moi, ce soir, la victoire, elle est signée Paqueta. Moi, j'ai rien à ajouter sur ça. C'est complètement dans la lignée de ce que je pense. Donc, c'est depuis janvier, hein. Enfin depuis février, parce qu'il a eu un mois de janvier un tout petit peu moins bon, Paqueta, mais un Paqueta un tout petit peu moins bon, c'est toujours le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais, hein, à l'heure actuelle. Et depuis février, c'est lui qui porte l'équipe. Les points qu'on prend, la stat dans le chat parle d'elle-même, hein. Impliqué sur 9 des 10 derniers buts de l'Olympique Lyonnais. Il n'y a rien à dire de plus. Et encore, voilà. Cette stat-là, elle appuie sur les capacités offensives, ses qualités offensives, mais le nombre de retours défensifs qu'il a pu faire au cours de ces matchs, c'est vraiment très très fort. Et ça sur l'occasion de Memphis, qui aurait pu donner 3-1, mais belle claquette de Lafont, c'est Paqueta qui vient dévier la balle de la tête sur la ligne de la surface de réparation de Lafont. Et 30 secondes plus tard, il est de l'autre côté à faire le taf en tant que latéral gauche pour récupérer la balle, hein. Le mec, c'est un fou, hein. Et il carbure, je sais pas à quoi il carbure, mais pour faire autant de repli défensif tout en gardant une lucidité technique qui permet à l'OL de faire des choses, c'est quand même très impressionnant, hein. Mais c'est ça qui est hyper intéressant dans Paqueta, je trouve. C'est que moi, au départ, mon scepticisme, il venait du fait qu'il allait devoir potentiellement assumer des tâches défensives et que c'était pas forcément sa tasse de thé au départ. On a vu qu'il a été capable de le faire du côté de l'OL et que même à des postes qui n'étaient pas spécialement avancés, il avait cette capacité à être un peu au four et au moulin. Et même aujourd'hui, où tu le mets dans ce qui est censé être son poste préférentiel, il a gardé cette capacité à aller toucher du ballon un peu plus bas quand il faut, de faire des retours, de contribuer à relancer proprement. Et je trouve que c'est un joueur hyper complet. Et aujourd'hui, j'ai beau adorer Memphis,
Tu me dis qu'il y a le joueur qui fait l'identité du jeu de cette OL, pour moi, c'est clairement Paqueta. Il est à la fois un joueur que tu vas souligner par sa capacité à être travailleur, à la fois un joueur qui va parfois te combler certaines faiblesses, et le joueur qui va t'apporter la créativité et te débloquer les matchs. C'est assez hallucinant pour le coup. Dans le chat, vous parlez de Toko, je suis pas d'accord avec vous. Pareil. Je suis très partagé sur Toko, moi. Ouais, Je trouve que partagé ça aussi. mérite pas flop parce qu'il apporte des choses qu'il est le seul à apporter. Il apporte de la profondeur et c'est vraiment nécessaire dans un 4-2-3-1 d'apporter de la profondeur. Et il l'a très bien fait quand même, Toko. Il a souvent offert des solutions à droite où il était trouvé sur des situations d'attaque rapide. Alors après, il y a depuis quelques semaines, depuis quelques mois, un très gros problème de finition chez lui. Mais ce soir, Toko, il met un but et bah, on regarde le match complètement différemment. Donc moi, c'est toujours le genre de match sur lesquels je suis un petit peu embêté. C'est un petit peu le match, à la, demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Parce que contre le Bayern en demi-finale, il s'en procure plein des occasions. C'est lui qui se les procure tout seul par son travail et son implication, mais il les finit pas. Donc moi, je suis toujours embêté. Ah bah voilà, on l'attendait. Le chat qui débarque sur la caméra TMF. Je suis toujours un petit peu embêté pour juger ces matchs-là, moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il a une utilité dans l'effectif qui est incontestable. Pourtant, Dieu sait que c'est un joueur que je porte pas dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je trouve que ce qu'on lui demande de faire, il le fait de manière plutôt correcte. Alors évidemment, il est plus dans son pic de forme du début de saison où il était absolument phénoménal. Mais à un moment, je pense que si on regarde le niveau réel de Toko Ekambi, ce soir, il sort pas une copie qui est absolument indigne. Il fait un match qui est sobre, qui est un match à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui. Et quand on regarde les défaillances de l'OL, quand je regarde ce qui m'a pas plu à Lyon dans ce match, quand je regarde les limites en seconde mi-temps, honnêtement, c'est pas Toko Ekambi que je vais aller pointer du doigt immédiatement, donc le mettre en flop, ça m'a l'air très sévère. C'est ça. Son match Non, était moi- sans. C'est ça. Moi, j'ai tendance à dire, tu peux faire beaucoup mieux, mais de là à te dire, tu raté ton match, t'es en flop, bon, j'aurais peut-être eu un regard différent si on gagne pas le match à la fin, hein. Ça, c'est possible. Si en effet, il rate l'occasion et qu'on est à un partout ou qu'on est mené 1-0 et que c'est une occasion qui nous permet de prendre, bah, du coup, plus de points qu'avant l'occasion en question. Là, effectivement, j'aurais peut-être eu un regard plus critique et c'est aussi pour ça que j'avais eu, je pense à l'époque, un regard plus critique, lors de sa demi-finale contre le Bayern parce que s'il l'avait mis, ça aurait changé le scénario du match. Là, ça change pas le scénario du match et je vois dans le chat très justement, c'est lui qui provoque le penalty aussi avec justement ce très bon appel dans la profondeur. C'est l'illustration en fait du Toko. C'est un appel dans la profondeur, très bien servi, très bien senti par Lucas Paqueta et il note, et il part dans la surface et il gagne un bon péno. Il y a très clairement péno, il y a rien à dire. Donc cette action, elle est un petit peu le symbole de ce qu'il apporte et de ce qu'il peut apporter dans ce 4-2-3-1. Mais après, il faut retrouver la finition si on veut retrouver des notes, du style 7-8. Après de là à lui mettre 3 ou 4, moi je suis pas forcément pour. J'ai l'impression que Toko et Slimani, ce qui fait qu'ils réussissent bien dans ce système en 4-2-3-1, c'est que c'est des créateurs d'espace. J'en avais parlé au dernier stream, mais le fait que Paqueta et Memphis réussissent à faire des passes clés et à marquer, c'est parce qu'avant tout, c'est des dribbleurs et qu'ils ont de l'espace. Et c'est cet espace qui nous manquait en début d'année, parce qu'on avait des joueurs qui étaient plus tous regroupés dans l'axe. Et du coup, Memphis et même Paqueta, on va dire qu'ils se mélangeaient un petit peu dans leur football, dans leur dribble, et on perdait des ballons un petit peu bêtement. Là, le fait que Toko et surtout Slimani qui, grâce à son appel sur le premier but, il emmène 2 défenseurs quand même, et ce qui libère totalement Memphis qui nous sort ces petits extérieurs pour battre le gardien nantais. Je trouve qu'ils, même s'ils sont pas du tout efficaces, Slimani c'est un but je crois depuis qu'il est arrivé à l'OL, Paris, ouais. Même s'ils sont pas du tout efficaces en termes de statistiques, ils restent importants dans la construction du jeu et je pense que ça apporte aussi un équilibre offensivement. Tout à fait.
tout à fait, je suis tout à fait d'accord. On n'en a pas encore beaucoup parlé de Slimani ce soir. Tu viens d'en parler sur l'action du premier but. Le premier but, j'ai perdu mon mot. Super aspect. Il absorbe, c'est pas absorbe mon mot, ça commence par un A aussi, mais c'est pas celui-là. Attire. Non. Il aspire, Ok. il aspire la charnière centrale nantaise et ça laisse l'espace à Memphis pour récupérer la passe de la passe de Paqueta. Donc en effet, c'est vraiment aussi là le symbole. En fait, nos 2 buts sont les symboles de l'importance respective de Slimani sur le premier but et de Toko sur le second but. Donc voilà, si vous voulez comprendre vraiment l'importance tactique de ces 2 joueurs qui pourtant ne brillent pas dans les statistiques, eh bien c'est ces 2 actions-là qu'il faut regarder parce que c'est des modèles pour la première de contre-appel de Slimani et pour la seconde d'appel dans la profondeur de Toko et Kambi. Et ça apporte une pluralité du jeu lyonnais dans ce 4-2-3-1 qui, je pense, est nécessaire pour éviter les jeux stéréotypés des petits gris-gris autour de la surface qu'on peut avoir si on imagine par exemple, je me rappelle à l'époque, c'était le Barça sur sa fin de période tiki-taka. Il y avait des matchs où franchement ça tournait autour de la surface pendant 90 minutes, mais c'était pas dangereux une seule fois durant le match, hein. Donc voilà, et c'est cette pluralité des profils dont on a besoin, et je pense qu'à terme ça peut devenir quelque chose d'important dans ce sprint final. Totalement. Ok. Et d'ailleurs, Tout pour est le dit.